Avoir un accès à la nourriture est le droit le plus fondamental des droits de l'homme. Selon Olivier de Schutter, rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à l'alimentation, le droit à l'alimentation adéquate est réalisé lorsque chaque homme, chaque femme et chaque enfant, seul ou en communauté avec autrui, a accès à tout instant, physiquement et économiquement, à une alimentation adéquate ou aux moyens de se la procurer. À l'aube du début des audiences publiques sur le 3e plan de la lutte à la pauvreté, j'ai rencontré 2 actrices du milieu communautaire pour en apprendre davantage sur les enjeux. Bonjour, mon nom est Virginie Bernier. Je suis la coordonnatrice de la Corporation de développement communautaire, la CDC-Roussillon. Une CDC, c'est un regroupement multisectoriel d'organismes communautaires et la CDC-Roussillon, en fait, regroupe 36 organismes communautaires qui œuvrent dans la MRC de Roussillon. Bien, je suis Cathy Lepage, je suis directrice générale ici au Complexe Le Partage. Qu'est-ce que le Complexe Le Partage? Bien, c'est un organisme en sécurité alimentaire, d'abord, et aussi un organisme en économie sociale. En fait, l'économie sociale est au service de notre première mission en sécurité alimentaire. Pour bien des gens, la sécurité alimentaire, c'est pas clair. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, en fait, c'est les gens qui ont de la difficulté à bien se nourrir, donc qui ont des problèmes de revenus, de pauvreté, qui vivent en situation de pauvreté pour toutes sortes de raisons, toutes sortes de difficultés qui arrivent. Et c'est comme notre porte d'entrée. Fait qu'on a un service de dépannage alimentaire à chaque semaine, une fois par semaine, et aussi il y a des situations d'urgence, ça peut être en dehors de cette journée-là, et les gens viennent chercher des denrées fraîches. On a du périssable et du non périssable. On a des fruits, des légumes, viande, œufs, lait, et aussi des denrées, là, du canage, et aussi puis de plus en plus, on a beaucoup de demandes de jeunes familles pour des couches, du lait maternisé, Fait que donc, on essaye de répondre à ces besoins-là le mieux possible, mais c'est de plus en plus difficile. Mais l'autre partie de notre travail au niveau de la sécurité alimentaire, c'est qu'on essaie d'amener les gens à être autonomes au niveau alimentaire. Fait qu'on travaille beaucoup à amener les gens vers des cuisines collectives. Et on a des cuisines collectives ici à la Prairie, mais on a aussi avec les villes à Saint-Constant, Sainte-Catherine, pour pouvoir mieux desservir là, les gens qui n'ont pas de transport et qui restent dans ces villes-là. C'est ça, dans le fond, vous couvrez la Prairie jusqu'à Sainte-Catherine, en fait. En fait, on couvre les 7 villes de Catterie. Donc, ça veut dire Saint-Constant, Sainte-Catherine, Delson, Candiac, La Prairie, Saint-Philippe et Saint-Mathieu. Mais pour le dépannage alimentaire, c'est seulement 3 villes, Sainte-Catherine, Saint-Constant et La Prairie. Mais pour l'ensemble des autres services qu'on offre, c'est les 7 villes. Parce que dans les autres villes, pour le dépannage alimentaire, il y a des comptoirs alimentaires. Donc, on réfère à ce moment-là les gens. En fait, le gouvernement du Québec a entrepris le début des consultations publiques pour la rédaction du 3e plan de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. En fait, il y a une loi qui a été adoptée en 2002 à l'Assemblée nationale qui vise à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Et de cette loi-là découle une stratégie, des orientations et bien sûr un plan d'action qui vient, dans le fond, guider le gouvernement et la société sur les actions à entreprendre pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Il y a eu 2 plans d'action gouvernementale depuis ce temps. Et là, donc, début 2016, le gouvernement entreprend des démarches pour consulter l'ensemble de la population, des organisations sur la lutte à la pauvreté. Et en fait, dès décembre, il y a eu les premières démarches. Les citoyens étaient invités à remplir un questionnaire et à répondre à certaines questions sur les enjeux qui étaient soulevés. Puis, les organisations et la population aussi ont jusqu'au 29 janvier pour déposer un mémoire qui présente leur position. Donc, il y a un appel de mémoire, puis il y a un document qui
qui oriente un petit peu les questions qu'on peut se poser, puis de quelle façon on peut, sur quel enjeu on peut se positionner par rapport à ça dans nos mémoires. Et donc, la CDC Roussillon, on est dans cette démarche-là. Donc, on trouve important de prendre position là, par rapport au 3e plan de lutte à la pauvreté. Mais en fait, la CDC Roussillon, on a fait appel à nos membres pour un peu nourrir puis alimenter ce mémoire-là. Donc, nos membres ont participé à un atelier de discussion et d'échange là, sur ce que nous, on voulait mettre de l'avant dans ce mémoire-là pour prendre position dans les consultations publiques. Donc, on a fait cette première étape-là pour pouvoir alimenter le mémoire qui va être déposé prochainement. Puis, il y a plein d'autres groupes, évidemment, qui sont appelés à déposer leur mémoire puis à construire cette vision-là. C'est sûr que nous, on s'est beaucoup appuyé sur le collectif pour un Québec sans pauvreté, qui regroupe plusieurs organisations, donc qui ont déjà cogité sur la question, évidemment, et qui ont proposé des pistes là, de réflexion. Donc, on est parti à partir de ces éléments-là là, pour nos discussions puis nos échanges, puis pour orienter un petit peu nos échanges, nos discussions sur le sujet. C'est sûr qu'un des premiers éléments qui, pour nous, est très, très flagrant, très frappant, c'est l'incohérence entre la théorie et la pratique. Donc, à la lecture des pistes d'enjeux que le gouvernement propose lui-même pour les orientations là, de cette lutte-là, à cette lecture-là, on est frappé par cette belle théorie, puis ces beaux vœux-là qui sont super pertinents. Puis on se dit, bien, si ça s'était réellement appliqué, force est de constater qu'on mettrait fin à la pauvreté dans un délai très court. Malheureusement, il y a vraiment une incohérence entre cette théorie-là, donc ces beaux principes-là, et les actions concrètes. Non seulement il y a une incohérence, non seulement le gouvernement n'assume pas son leadership et il n'y a pas de volonté politique réelle pour lutter contre la pauvreté, mais en plus, nous, on croit qu'il met carrément en place des mesures et des actions qui vont complètement à l'encontre de cette volonté-là de lutter contre la pauvreté. On l'a vu récemment dans l'actualité, M. Hamad, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, qui, à peu près dans les mêmes moments où il annonce le début des consultations publiques pour ce 3e plan-là, il annonce une réforme, en fait, de l'aide sociale, donc le dépôt prochain du projet de loi 70 sur l'aide sociale, dans lequel il y a un programme qui s'appelle Objectif Travail, qui est ni plus ni moins une approche punitive des personnes assistées sociales, et qui vise à ce que les premiers demandeurs de prestations d'aide sociale aient l'obligation d'accepter tout emploi jugé convenable sous peine de pénalité financière. Donc, on voit qu'il y a vraiment une grande distance entre la volonté de lutter contre la pauvreté puis l'action concrète qui, pour nous, se définit comme une action de lutte aux pauvres et non pas à la pauvreté. Donc, c'est encore une fois de remettre sur le dos et sur les épaules des plus démunis la responsabilité individuelle de la lutte à la pauvreté, alors que pour nous, il nous semble évident que c'est une responsabilité collective et ça fera partie des éléments qu'on va apporter dans notre mémoire. On pense que le gouvernement doit jouer un rôle important dans cette lutte-là, qui doit assumer un leadership dans la lutte à la pauvreté et qui doit faire en sorte de mettre en place des mesures, des structures, des services publics, des programmes sociaux qui sont forts et qui sont accessibles, dont notamment un investissement important en éducation. Donc, pour nous, la base, c'est l'éducation tout au long de la vie, que ce soit l'éducation à la petite enfance et toute l'éducation qui se poursuit. Puis ça ne concerne pas seulement la diplomation, mais vraiment l'éducation dans son sens plus large. Donc, pour nous, un État qui est réellement engagé dans la lutte à la pauvreté
offre des services publics et des programmes sociaux qui sont forts, qui sont accessibles. Donc, ça exige ça, alors que ce qu'on voit depuis fort longtemps, c'est une poursuite depuis plusieurs années, mais c'est encore plus flagrant avec l'austérité qu'on vit dans les derniers mois. C'est un réel désengagement de l'État, en fait, dans toutes ces structures sociales-là, qui permet un filet social, parce que ces programmes-là viennent en aide aux personnes les plus vulnérables, les plus démunies, les plus marginalisées. Donc, si l'État se désengage de ça, évidemment, ces personnes, on ne peut pas prétendre lutter contre la pauvreté si on enlève le filet social puis les structures qui permettent aux personnes les plus vulnérables de pouvoir réellement s'en sortir. Donc, voilà, c'est notre vision pour ça. Bien, moi, j'étais d'accord. Je n'ai pas participé aux mémoires, mais on avait eu une entrevue, moi et Virginie, on s'était parlé au téléphone. Je ne pouvais pas être à la rencontre, mais effectivement, j'étais tout à fait d'accord avec ce qui allait être déposé. Puis, effectivement, ça n'a aucun sens, là, cette réforme-là, actuellement. Puis, c'est pas ça. Jusqu'à maintenant, toutes les mesures qui ont déjà été dans le passé où on était coercitif, finalement, puis qu'on obligeait les gens, bien, ça ne fonctionne pas, ça. Les gens, il faut que ça vienne d'eux-mêmes, il faut qu'il y ait un côté volontaire, tu sais. On est tous comme ça, les humains. Quand ça vient de nous, c'est plus facile. Quand ça nous est imposé, habituellement, c'est pas garant d'un succès, là. Et ça va faire que simplement de couper des gens qui en ont déjà besoin. Fait qu'on risque de se retrouver au bout de la ligne avec des gens qui vont être dans la rue, encore plus poqués. Finalement, je m'excuse de l'expression, mais c'est ça, là, tu sais. C'est pas des jeunes, là, parce que c'est les jeunes que ça va toucher, cette mesure-là. C'est pas des jeunes, là, qui sont super bien dans leur peau, que tout va bien, ils ont des ressources internes, ressources externes sur qui ils peuvent compter, puis c'est pas ça la réalité, là. C'est pas ces beaux jeunes-là qu'on nous montre dans les publicités, là. Les jeunes que nous, on voit, c'est des jeunes qui vivent de réelles difficultés, qui n'ont pas un parcours qui devrait être, là. Fait que donc, ça a des impacts. Fait que c'est un peu... je comprends pas cet acharnement-là pour récupérer quelques millions. Au bout de la ligne, là, ça va nous coûter pas mal plus cher que ça parce que ces jeunes-là vont se retrouver dans la rue, vont avoir besoin plus d'aide à d'autres niveaux. Fait que je suis pas sûre qu'on fait une économie. Loin de là. Ah, Seigneur! Quoi répondre, hein? Bien, actuellement, ce qu'on se fait dire, c'est que ils ont fait beaucoup de réformes, hein, depuis les 2 dernières années, là, des coupures dans les CPE, dans les organismes, l'aide sociale, bon, l'assurance-emploi aussi, hein, il y a eu des grosses coupures à l'assurance-emploi de l'autre gouvernement, par exemple du gouvernement Harper. Est-ce que, puis on s'est fait dire par le gouvernement actuel qu'après ces coupures-là, bien, il y aurait un réinvestissement. Bien, on a hâte de le voir, le réinvestissement, parce que là, il y a un coût social important. Un coût pour les organisations, les organismes, un coût pour les services publics aussi. Je ne sais pas, en tout cas, je souhaite, je suis quelqu'un d'optimiste, là, mais on trouve ça de plus en plus difficile d'être obligé de gérer la pauvreté. On est dans une situation où on gère la pauvreté. Parce que quand je vous dis qu'on va favoriser de donner du lait aux enfants, puis peut-être pas aux personnes seules, bien, c'est de la gestion de la pauvreté, ça. Parce qu'on n'a pas parce qu'on ne voudrait pas en donner, mais c'est parce qu'à un moment donné, on est limité dans nos moyens financiers. Et puis ça, bien, on trouve ça de plus en plus difficile. Et oui, il y a un mouvement de contestation actuellement. Hein, depuis, on est plusieurs organismes à dénoncer cette situation-là, puis on dit qu'il faut qu'il y ait un investissement massif vers les organismes, vers pas juste les organismes, mais les mesures sociales, autant dans les CPE, l'école. Parce que si on prend juste l'école, les gens pensent « Ah oui, c'est gratuit l'école ». Bien, c'est pas si gratuit que ça. Nous, on a un programme, là, de la rentrée, ça se partage. À chaque année, on paye directement la commission scolaire après une évaluation, mais le nombre d'heures. Mais la première facture, là, au primaire, c'est autour de 80 $ par enfant.
Et ça peut aller jusqu'à 220 $, 250 au secondaire pour des programmes sport-études, pour des programmes, mais parce qu'on n'est pauvre, on ne devrait pas avoir ces programmes-là. On devrait pas, notre enfant ne devrait pas participer. C'est un peu ça. Puis si cet enfant-là a du succès avec un programme sport-études ou art-études, il y a différents... Bien, il me semble que c'est un gage de réussite. Il me semble que c'est là qu'on doit investir. Parce que c'est l'avenir, là. Les enfants, c'est l'avenir. L'éducation, ça sert à ça. Ça sert, l'éducation, à faire une société où il y a moins d'inégalités sociales puis économiques. Bien, on est là comme organisme de base, puis ça, on n'a pas de financement pour ça. Là, on va chercher des dons, on travaille fort pour aller chercher des dons pour permettre à ces familles-là d'être capables de payer les frais scolaires. Fait que pour une famille de 3-4 enfants, fais le calcul, tu vas voir que quand tu travailles au salaire minimum, là, bien, puis ça, c'est à part de l'habillement. Bon, c'est sûr qu'ici, on reçoit aussi des demandes d'aide matérielle parce que les friperies servent à ça. C'est de l'autofinancement. Mais ça permet aussi à des familles, suite à une évaluation puis de la référence, d'avoir accès à des vêtements gratuits. Ça peut être autant des habits de neige, des bottes, pantalons. Fait que donc, on équipe souvent beaucoup d'enfants d'âge scolaire pour pouvoir avoir des espadrilles aussi. Ça va jusqu'à des espadrilles pour faire un sport, participer aux activités sportives de l'école. En fait, ce qu'on dénonce aussi, c'est le fait qu'il y a un financement inadéquat des organismes communautaires. Ça a aussi un impact sur les personnes les plus vulnérables. Parce que nous, on estime que comme organisme communautaire, on est des acteurs clés dans cette lutte à la pauvreté-là et qu'un financement à la mission, et non pas on ne parle pas de financement par projet ou de... mais on parle d'un financement à la mission des organismes communautaires, nous permettrait, comme organisme, d'accomplir pleinement notre mission. Et plusieurs organismes communautaires sont réellement engagés dans les orientations que le gouvernement propose pour le 3e plan gouvernemental, notamment les organismes en employabilité. Donc, quand on parle d'accès au marché du travail, de réinsertion socio-professionnelle, quand on parle de mesures d'aide à l'intégration au marché du travail, quand on parle d'alphabétisation, quand on parle de logement social, quand on parle de sécurité alimentaire, il y a plusieurs organismes communautaires qui œuvrent dans cette voie-là. Et donc, de faire subir des coupures à ces organismes-là ou de financer inadéquatement leur mission. Évidemment, on vient un peu contredire notre volonté de lutter contre la pauvreté. Donc, on estime qu'un financement adéquat des organismes, c'est la clé de cette lutte à la pauvreté. Mais on pense que, entre autres, la question du logement social, pour nous, c'est vraiment un élément très important. Parce qu'on sait qu'une personne, de plus en plus aujourd'hui, les coûts des loyers sont astronomiques. Donc, ça a une incidence, évidemment, sur les familles à faible revenu. Et de plus en plus, le pourcentage que ces gens-là accordent pour payer leur logement, c'est dans une proportion qui est de plus en plus grande. Puis ça a une incidence sur tout le reste, donc sur la capacité à répondre à ses besoins de base, donc à se nourrir, à se transporter, à payer ses médicaments, donc à avoir accès à d'autres services. Donc pour nous, le logement social, c'est vraiment la base. Avoir un toit au-dessus de la tête,
un toit pour lequel on paie un montant qui est raisonnable et surtout un logement qui est salubre, un logement qui est adéquat, qui ne menace pas notre santé physique et mentale. C'est la base. Et à partir de ce moment-là, on vient dégager une marge de manœuvre pour pouvoir subvenir à ces autres besoins de base. Donc, le logement social, pour nous, c'est un autre élément très important. Toute la question de favoriser l'accès à l'emploi, c'est une chose, mais par différentes mesures et tout ça, comme je le disais précédemment. Donc, c'est les mesures d'intégration au marché du travail et tout ça. Mais aussi dans une optique on se pose toujours la question, qu'est-ce que la personne peut faire pour s'adapter aux besoins du marché du travail et aux besoins en main-d'œuvre des entreprises? Mais on ne se pose jamais à l'inverse la question, de quelle façon le marché du travail peut s'adapter aux besoins des personnes, des travailleurs. Donc, c'est l'amélioration des conditions de travail aussi. Parce qu'on sait que actuellement, même un travailleur peut être pauvre, donc peut vivre en dessous du seuil de la pauvreté. Pourquoi? Parce que le salaire minimum actuel, qui est de 10,55 $, ce salaire-là, même à temps plein, ne permet pas à une personne de vivre décemment puis d'avoir la capacité de subvenir à ses besoins de base. Donc, c'est faux de dire une personne qui est pauvre, c'est automatiquement une personne qui est à l'aide sociale puis que, bon, elle a juste à aller travailler puis tout ça. Ça alimente beaucoup les préjugés. Mais en fait, plusieurs travailleurs vivent aussi non seulement un salaire qui est pas décent, qui n'est pas suffisant, mais aussi vivre dans des conditions de travail qui sont inadéquates, qui sont pas intéressantes. Donc, il y a cet aspect-là aussi, donc de favoriser l'accès à l'emploi aussi, mais améliorer les conditions de travail pour que l'ensemble des travailleurs, on pense qu'un marché du travail qui est intéressant puis qui répond aux besoins des travailleurs puis qui permet de se sortir de la pauvreté, c'est en soi un incitatif à être sur le marché du travail. Bien évidemment, oui, les besoins sont grandissants et on le voit juste au niveau justement des banques alimentaires puis du dépannage alimentaire. On annonce déjà que le panier d'épicerie en 2016 va connaître des hausses fulgurantes et que déjà, on prévoit déjà dans les prochains mois des hausses historiques du coût des aliments. Donc, on sait déjà l'alimentation, c'est quelque chose qui coûte cher, mais en plus, on annonce que ça ne va pas s'améliorer. Et on le voit déjà dans les banques alimentaires, la demande est grandissante, la demande des banques alimentaires. On n'a qu'à se référer au panier de Noël. Il y a un de mes membres qui fait des paniers de Noël qui m'a dit, bien, la demande a augmenté de 30 % juste pour la période des fêtes. On a dû faire de plus petits paniers de Noël pour essayer de combler les besoins d'un plus grand nombre. Et malgré ça, dans nos réserves après, parce que vous savez que les banques alimentaires, c'est 12 mois par année. Donc oui, il y a la guignolée, il y a le temps des fêtes et on en parle un petit peu plus au niveau médiatique. Mais ça reste que à longueur d'année, on a aussi des besoins à combler. Donc, il y a une augmentation des demandes et il y a une augmentation aussi des gens qui travaillent. Et ça, c'est encore là, on parlait de conditions de travail puis de salaires décents. De plus en plus, puis selon le bilan 2014 là, de l'ensemble des banques alimentaires au Québec, c'est environ 10 % des gens qui font la file dans les banques alimentaires qui sont des travailleurs, donc qui ont un emploi. Donc, les conditions qui font que les emplois sont précaires, les emplois sont atypiques, les emplois sont à temps partiel, par contrat, puis tout ça, ça crée une instabilité financière dans les familles et ça fait en sorte que de plus en plus de travailleurs qui ont la nécessité d'aller dans les banques alimentaires pour pouvoir nourrir leur famille. Ça, c'est une réalité. C'est pour ça qu'on dans cette lutte à la pauvreté-là, un des éléments aussi qu'on juge très important, c'est de tout revoir la fiscalité. Parce que si
une des orientations là, dans le plan, c'est de favoriser l'engagement de l'ensemble de la société à la lutte à la pauvreté. Mais la réalité, c'est qu'il y a une part de la société qui ne participe pas, qui ne contribue pas à faire en sorte que le gouvernement ait les moyens d'investir, notamment en éducation, dans le logement social, dans le transport collectif. Donc, on pense que la justice fiscale, donc de revoir vraiment la fiscalité pour une meilleure redistribution de la richesse, on pense que ça doit demeurer ce choix de société-là. C'est ce qu'on souhaite de ce gouvernement, c'est que plutôt de faire le choix idéologique de l'austérité, faisons un choix solidaire en disant, bien, revoyons la fiscalité pour faire en sorte que les mieux nantis contribuent davantage à la société, que les entreprises contribuent davantage à la société et que ces moyens-là qu'on s'offre, on peut se permettre d'offrir justement les structures, les services publics puis les programmes sociaux qui vont bénéficier à l'ensemble de la société, dont les plus démunis, les plus vulnérables. Bien, effectivement, une bonne partie de notre clientèle, puis je dirais c'est autour de 50 là, 45 à 50 tout dépendant des villes, c'est des gens qui sont prestataires de l'aide sociale. Effectivement, les gens, la prestation d'aide sociale est tellement, c'est en bas du seuil de pauvreté, qui fait que ces gens-là n'arrivent pas avec les loyers actuels, le coût du logement, le coût d'électricité, donc ils n'y arrivent pas avec la prestation d'aide sociale. Et il y a beaucoup de préjugés, c'est pas une mission qui est facile à vendre. Il y a beaucoup de préjugés concernant les personnes assistées sociales parce que, comme s'ils faisaient le choix d'être sur l'aide sociale, on est loin de ça. Nous, ce qu'on remarque, une bonne partie de notre clientèle qui vit d'aide sociale ici, bon, il y a des jeunes qui viennent des jeunes familles ou des jeunes célibataires qui souvent ont eu un parcours de vie très difficile, ont été en centre d'accueil, se retrouvent à 18 ans, pas de secondaire de terminer, des problèmes de détresse psychologique importante. Donc, dans l'incapacité de travailler finalement ou de se trouver un emploi, c'est difficile. S'il y avait le choix, bien, ils aimeraient ça, être formés, puis avoir un bon emploi, puis pas dépendre de l'aide sociale. Mais c'est pas ça la réalité. Fait qu'il y a tout un travail à faire. Et il est difficile, ce travail à faire là, parce qu'il n'y a pas, sur notre territoire, il n'y a pas beaucoup d'organismes. On est limité au niveau de notre financement. Et le travail qu'il y a à faire, c'est beaucoup un travail, c'est d'amener ces gens-là vers des ressources, à finir leur secondaire, tout ça, avoir un encadrement. Ils ont des habiletés à développer, puis bon, je pense qu'il y a plusieurs organismes qui travaillent dans ce sens-là, mais c'est quand même un travail de plus longue haleine. L'autre partie aussi qui est prestataire de l'aide sociale, qui fréquente nos aides alimentaires, c'est beaucoup des gens qui se sont retrouvés en situation de maladie, qui n'avaient pas d'assurance, que l'assurance emploi a été épuisée 15 semaines et qui se retrouvent sur l'aide sociale après et qui sont malades. C'est des gens qui ont des difficultés, là, soit maladie, soit des problèmes de santé mentale ou des problèmes de santé physique. Puis quand on parle, là, je parle de maladies graves, des fois c'est des cancers, des maladies dégénératives. Fait que ces gens-là veulent bien travailler, mais ils sont incapables de le faire. L'autre partie de notre clientèle qui est de plus en plus, puis ça c'est le nouveau visage de la pauvreté qu'on appelle, bien, c'est vraiment les personnes qui travaillent au salaire minimum ou un peu plus, là, 12, 13, 14 piastres de l'heure, et qui fait qu'aujourd'hui, ils n'arrivent plus parce que le coût du logement augmente, le coût d'électricité, le coût de l'épicerie. Et donc, ces gens-là se voient à cogner à notre porte. Et pour eux, c'est pas facile. C'est jamais facile pour les gens qui ont besoin d'aide alimentaire. Pour la première fois, ça prend beaucoup d'humilité et d'aller cogner et de dire « j'ai besoin de nourriture pour me nourrir mes enfants ». Donc, puis le rôle de nos intervenantes, c'est d'accueillir ces gens-là. Puis accueillir, ça veut dire les recevoir sans préjugés, puis regarder leur situation
On essaye de faire une bonne évaluation, puis aussi de donner des conseils ou des façons, des fois, de mieux s'en sortir, tu sais. Parce que les gens qui vivent en situation de pauvreté vivent dans une société où la consommation est tellement valorisée, on est très sollicité comme consommateur, puis on rêve tous de tous les objets lesquels les biens de consommation, on est convoité là, à acheter, puis qu'on en a absolument besoin, puis qui n'est pas toujours le cas. Mais ces gens-là ne vivent pas là, en vase clos, fermé, là, puis ils n'ont pas de télé chez eux, puis il n'y a pas de c'est pas ça la réalité. Fait que, puis ils ont souvent des enfants qui vont à l'école, et ils veulent aussi, pour leurs enfants qui vont à l'école, bien, tu ne veux pas te faire dire que les enfants ne peuvent pas se faire dire « Hey, t'es pauvre, t'as pas les bons souliers, t'as pas les bons crayons, t'as pas le bon équipement. » Fait que c'est vraiment des situations assez difficiles que ces gens-là vivent dans notre société actuelle qui prône la richesse. Oui, sans minimiser ça, effectivement, c'est vrai que pour des personnes qui travaillent à temps plein, puis souvent, il y a des personnes là, qui ont même deux travails pour réussir, parce que des fois, c'est 2 travails à temps partiel, pour réussir à sortir un maigre salaire, mais pas réussir à tout payer, puis à pas être capable de se nourrir, puis demander de l'aide aussi pour l'heure de la rentrée scolaire. C'est vraiment pas... c'est pas simple pour eux, puis ça prend un certain temps avant qu'ils acceptent cette situation-là, puis je pense qu'on ne l'accepte jamais, finalement, tu sais. Fait que... oui, la pauvreté, là, disons que c'est ça, c'est pas sexy, c'est pas une cause facile à vendre. Puis on le voit là, avec la réforme de la loi 70, qui est présentement en commission parlementaire. Je regardais sur les réseaux sociaux, les préjugés qu'il y a sur les personnes en cité sociale, c'est incroyable. Mais puis pourtant, quand on regarde ça objectivement, c'est un mince pourcentage des personnes en cité sociale qui fraudent. C'est minime, là. C'est presque rien. La majorité, puis je pourrais dire presque tous les prestataires, c'est des gens qui vivent de réelles difficultés à plusieurs niveaux, mais dans les médias, c'est pas ça qui sort, puis sur les réseaux sociaux non plus. Fait que, tu sais, on a beaucoup travaillé à démystifier la santé mentale ou d'autres problématiques, puis les gens, maintenant, comprennent bien, puis il y a beaucoup de préjugés qui ont tombé face à ça. Mais les personnes pauvres, puis particulièrement les personnes à cité sociale, les préjugés sont très, très tenaces et souvent dire ben, c'est parce qu'ils l'ont choisi, ils pourraient faire d'autres choses, qu'ils fassent comme moi, qu'ils aillent travailler. Mais quand tu n'as pas de secondaire, quand tu vis des... Puis la pauvreté, c'est pas juste une pauvreté économique. La pauvreté, ça peut être aussi une pauvreté culturelle. Puis on a beaucoup d'exemples de jeunes qui sont sur l'aide sociale à 19-20 ans, qui viennent souvent d'un parcours qui ont passé par les centres jeunesse, qui n'ont pas fini leur secondaire, qui vivent des difficultés aussi de détresse psychologique quand même assez importantes. On n'a pas toutes les mêmes ressources internes. C'est sûr que si tu as été élevé souvent dans une famille plus fortunée, avec un bon encadrement, puis tu as reçu une bonne éducation, tu as été à l'école, c'est plus facile de t'en sortir puis tu as plus de ressources internes. Quand c'est pas ça le portrait que tu as eu, quand c'est bien, tu pars de plus loin. Et quand tu pars de plus loin, bien, ça demande plus de ressources, ça demande plus de temps, ça demande des organismes qui viennent t'aider. Et présentement, bien, ce qu'on vit, c'est que les organismes communautaires, c'est un peu le... C'est eux qui offrent des services, mais on vit vraiment, depuis des années, nos budgets augmentent très peu. On a une augmentation de la clientèle, fait qu'on n'est plus capable de suivre puis de donner ce que ces jeunes-là auraient besoin pour s'en sortir, ou les jeunes familles. Il y a des cas de réussite quand même, là, mais on ne suffit plus à la tâche. L'autre défi qu'on trouve qu'on se pose des questions, puis on le fait avec Moisson Rive-Sud ou même à travers nos banques alimentaires, c'est comment on a une augmentation de la clientèle. Les paniers de Noël, l'année dernière, qu'on vient de passer, c'est 30 d'augmentation. 30 de plus de demandes de paniers de Noël. Et comment on va réussir, nous, après ça, à fournir durant l'année, parce que les dons qu'on reçoit en denrées ne sont pas suffisants pour les besoins, la demande qui augmente. Fait que ça aussi, c'est un défi de taille. Ça dépend des endroits. Tu sais, nous, il y a des villes que ça a très bien été, comme à La Prairie puis à Saint-Constant. C'est à peu près la même chose que l'année passée, même un petit peu plus
à la prairie. Mais pour Sainte-Catherine, c'est beaucoup. On avait eu moins de denrées. Moins de denrées puis moins d'argent, parce qu'on ramasse aussi de l'argent. Fait que ça pose une problématique, là, parce que on se dit comment on va faire toute l'année. Fait qu'on a déjà interpellé Moisson Rive-Sud en leur disant, bien, on ne fera pas l'année avec Sainte-Catherine, là, c'est impossible. Est-ce que vous allez pouvoir nous aider? Fait qu'ils ont fait une collecte spéciale pour nous, mais en demeure pas moins que les banques alimentaires, elles aussi, crient famine, parce qu'il y a de moins en moins de dons, puis ils ne vont pas être capables de répondre à la demande des organismes de base comme nous qui donnent de la nourriture à chaque semaine, là. Fait que c'est un problème de taille. En même temps, il y a beaucoup de gaspillage alimentaire. Donc, notre prochain cheval de bataille, dans le fond, c'est de faire pression pour qu'il y ait davantage, ou même peut-être même obliger éventuellement les épiceries de dire, puis les compagnies qui font des denrées, bien, au lieu de jeter, bien, redonner à la communauté. Fait que donc, c'est ça aussi, là, que ça se fait. Il y a certaines épiceries qui donnent directement des organismes de base. Si je prends ici, nous, IGA, à chaque semaine, on va chercher des denrées, au métro à Sainte-Catherine aussi. Mais ce n'est pas tous les épiceries qui font ça et qui jettent encore dans des containers des denrées qui pourraient très bien servir à des gens qui en ont besoin. Évidemment, quand on collecte les journées, le jour de la guignolée, on collecte des denrées puis de l'argent. Au niveau des denrées, on garde 40 pour notre banque alimentaire annuelle qu'on va donner à chaque semaine. Puis il y a 60 des denrées qui servent à la confection des paniers, qui vont être distribués 2-3 semaines plus tard. L'argent, c'est la même chose, on collecte l'argent. On en donne, on achète des coupons d'épicerie pour donner avec le panier, puis on garde une partie de l'argent pour acheter durant l'année des denrées périssables, parce que c'est souvent les denrées qu'on manque le plus, c'est le lait, les œufs, la viande. Fait que donc, ça, on en achète à chaque semaine pour être capable d'en distribuer. Présentement, on n'en a pas assez, tu sais, comme les denrées périssables, pour en donner à tout le monde. Puis on doit donc des fois faire des choix. Dire qu'on va privilégier les enfants au niveau du lait. Fait qu'il y a des denrées qu'on privilégie certaines personnes. Les femmes enceintes, on va privilégier au niveau du lait ou des protéines. C'est vrai qu'il y a le côté gaspillage. Bon, il faudrait que les épiciers peut-être donnent, mais il faut aussi que les organismes soient prêts à recevoir un volume. Tout à fait. Puis je trouve ça intéressant que tu nous amènes là. Puis effectivement, nous, on a, dans nos installations actuelles, on a un gros frigidaire, congélateur, on en a un peu, puis on a 2 autres installations à Saint-Constant, Sainte-Catherine, mais pour en mettre plus, il faudrait avoir un autre endroit, comme un entrepôt réfrigéré, tout ça. Et ça, en fait, ça prendrait une politique en sécurité alimentaire. C'est ce qui manque. On est le seul pays du G7 de ne pas avoir de politique en sécurité alimentaire. Notre nouveau député, M. Jean-Claude Poisson, qui est lui, maintenant, il va être même impliqué là, avec la personne qui est le ministre qui va être responsable de ça à Ottawa. Donc, lui, il vient du milieu agricole, puis je pense qu'il en a fait son cheval de bataille pendant la campagne. Et on l'a relancé, puis il pousse là-dessus là, qu'on ait une politique en sécurité alimentaire. Puis dans cette politique-là, oui, il y aurait la récupération des aliments, nous mettre en lien aussi avec les producteurs, mais aussi qu'il y ait un programme d'infrastructure pour les organismes de base, puis les moissons, pour avoir des espaces, parce que c'est des équipements, des infrastructures qui coûtent beaucoup de sous, mais peut-être que, tu sais, c'est sûr qu'il faudrait qu'il y ait de l'argent qui soit débloqué pour qu'on puisse recevoir puis mieux gérer ces denrées-là, puis éviter le gaspillage alimentaire. Bien, c'est sûr que pour un organisme comme nous, on a des friperies de la gestion de matières résiduelles, on est très sensibilisé à la cause environnementale, puis on trouve que ça n'a aucun bon sens de produire des aliments, puis entre autres la viande, qui demande beaucoup de ressources, puis en bout de ligne, ne pas la récupérer, puis il y a beaucoup qui est jeté, bien ça n'a aucun sens, là.
Sur le plan environnemental, ça n'a pas de sens. Puis la même chose pour les fruits et les légumes aussi, là, tu sais, de produire des fruits et des légumes puis qu'ils finissent... Parce que mondialement, si on le met dans une perspective mondiale, oui, il y a beaucoup de monde sur la Terre, on est plusieurs milliards, mais on produit assez de denrées pour pas qu'il y ait de faim dans le monde. C'est juste que la répartition et la façon de le gérer, bien, c'est coté en bourse, hein, les denrées. Pourtant, c'est la base, là. On ne peut pas vivre sans manger. C'est notre système qu'on remet en question, finalement. Effectivement, écoutez, les gens, souvent, c'est vu l'aide alimentaire comme un plaster qu'on met sur le bobo, là, tu sais, puis qu'on donne à manger, mais on donne le poisson, mais on ne leur apprend pas à pêcher. C'est un peu ça l'image qui est souvent véhiculée. Mais en même temps, quand les gens ont faim, bien, il faut répondre à ce besoin-là, qu'importe. Mais nous, notre action comme organisme, c'est d'amener vraiment l'autonomie, puis les cuisines collectives, les ateliers servent à ça. Quand les gens vont à des cuisines collectives, bien, c'est 8 à 10 personnes on forme des groupes et ils composent un menu pour toute la semaine, là. Donc, ils ont des denrées, c'est portionné selon la grosseur de la famille pour avoir des portions puis avec des protéines, des fruits, des légumes. Bon, c'est ça qui... Et c'est sûr que c'est l'idéal, ça revient le moins cher aussi parce qu'on prend des denrées qu'on a reçues, mais aussi on achète des denrées en gros pour pouvoir la base, là, comme les oignons, carottes, patates. Puis nous, on travaille beaucoup à valoriser les légumes d'ici parce que c'est ceux qui coûtent le moins cher. Hein? Et aussi, c'est qu'ils sont pris localement. Encore là, on fait un choix idéologique, là, mais on essaye d'amener, puis c'est ça qui coûte le moins cher. Donc, c'est sûr qu'en hiver, le brocoli à 4,99, bien, on ne prône pas ça. On le prône l'été, quand on le produit au Québec, puis qu'il est abordable. Fait que c'est un peu ça aussi qu'on amène les gens, parce que toute la façon de consommer dans les épiceries nous a amené à manger des fraises au mois de janvier, puis des aliments qu'on ne produit pas ici. Tu sais. C'est sûr que des fois, on peut se faire plaisir, il ne faut pas non plus en faire une religion, mais pour l'alimentation de base, on peut très bien trouver des aliments qui sont conservés au Québec. Tous les légumes racines, ça se conserve tout l'hiver. L'autre aspect aussi, je pense qu'on essaye de valoriser des aliments qui sont peu populaires, toutes les légumineuses. Puis d'ailleurs, nous sommes l'année internationale de la légumineuse. Fait que donc, on a beaucoup... puis ça, bien, je pense que ça nous est venu au Québec avec l'immigration. Les gens connaissent bien, eux, plusieurs communautés culturelles connaissent bien les légumineuses, puis c'est intégré dans leur quotidien alimentaire. Et ça, c'est de plus en plus populaire. Ça, vraiment, là, on travaille ça. Il y a des gens pour qui les cuisines collectives, c'est un trop gros investissement, mais fait qu'on va commencer par des ateliers culinaires. Fait que ça, c'est moins demandant, mais c'est comme des demi-journées, une fois par mois, puis on fait des thèmes, tu sais, comme les conserves, les légumineuses, les cuisines du monde. On va chercher différents pour faire découvrir aussi des aliments sains qui sont économiques. Fait que c'est vraiment l'orientation. Mais c'est sûr que les gens, quand ils ont commencé les cuisines collectives, au début, ils trouvent ça, c'est un peu spécial, cuisiner à 8, 10. Mais après ça, ils trouvent ça génial parce que tu pars, ta journée est terminée, puis tous tes repas de la semaine sont faits. Fait que donc, tu as juste à faire réchauffer au micro-ondes ou au four. Fait que c'est tout portionné. Fait que ça, ils trouvent ça, ils voient vite l'avantage. Puis ça coûte moins cher de se nourrir, puis ils sont moins dépendants de l'aide alimentaire, puis ils ont le plaisir aussi. Et ce qu'on s'est rendu compte aussi depuis plusieurs années, les gens ont perdu les bases de cuisine. Puis c'est paradoxal parce qu'on n'a jamais eu autant d'émissions de cuisine. Autant à Télé-Québec, Radio-Canada, mais c'est de la cuisine qui est quand même plus perfectionnée, je dirais, là, tu sais, plus élaborée. C'est ça le mot que je cherchais, d'une cuisine qui est beaucoup plus élaborée. Mais la cuisine de base, il y a bien des gens qui ne savent même pas faire un bouillon de poulet. Puis là, nous, on fait des ateliers sur le poulet. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec un poulet? Puis écoute, un poulet, là, tu peux vivre 2-3 jours dessus. Tu sais, mais il faut le transformer. Puis mais ça, les gens, ça s'est perdu. Fait qu'on travaille beaucoup avec la base de la cuisine pour que les gens puissent avoir cet art culinaire-là, des connaissances de base, puis aussi être capable de l'appliquer dans son quotidien. Mais effectivement, tu sais, parce que des fois aussi, on essaie de...
de remplacer dans les recettes. Tu sais, des fois, ils disent, bien, telle recette, il y a tel aliment, mais regarde dans ton frigo, tu n'as peut-être pas tel aliment, mais ça pourrait le remplacer, puis ça va être aussi bon. Tu sais, mais les gens, quand tu ne connais pas la cuisine, les bases, bien, tu n'as pas le réflexe de faire ça. C'est vraiment un enseignement, l'enseignement culinaire. C'est une chaire à l'Université de Montréal au niveau du développement social. Ça fait déjà, je pense que c'est une étude que Moisson Montréal avait commandée. On a participé, ils demandaient des aides alimentaires, des gens. Ils voulaient rencontrer des gens qui sont à l'aide alimentaire. Et ils rencontraient aussi des gens qui étaient dans les cuisines collectives. Et l'étude, ça n'a jamais vraiment sorti, mais nous, on a eu le résultat là, pour notre organisation. Puis la tendance, c'est que, puis ça, c'est paradoxal, les gens qui vont, bien, c'est pas si paradoxal, les gens qui sont dans les cuisines collectives qui ne vont pas à l'aide alimentaire, puis qui arrivent directement dans les cuisines collectives, puis il y avait juste les gens qui allaient à l'aide alimentaire. Les gens qui étaient aux cuisines collectives amélioraient leur consommation de bons aliments, parce qu'on suit pas mal le guide canadien, mais pas tant que ça, parce qu'ils partaient déjà d'une meilleure alimentation. Fait qu'ils faisaient un step, mais l'écart était plus important. Les gens qui arrivaient à l'aide alimentaire, puis souvent, ils les questionnaient sur qu'est-ce qu'ils mangeaient, tout ça. Puis après quelques mois qu'ils sont à l'aide alimentaire, avaient amélioré de beaucoup le step était plus important au niveau d'une meilleure alimentation. Puis ça, c'est un choix qu'on a fait comme organisation. Moi, je suis arrivée ici en 2008. Puis déjà en 2009, on a restructuré l'aide alimentaire et on a fait le choix d'offrir des aliments sains. Puis donc d'avoir des aliments, des fruits et des légumes. Au départ, quand je suis arrivée ici, c'était du canage, là. Il n'y avait pas de fruits et légumes. Puis ça, Puis il y a des aliments qu'on refuse de notre banque alimentaire parce que, bon, ils reçoivent tout ça. Plein d'aliments, mais tu sais, comme les boissons énergisantes, la liqueur. On fait le choix de ne pas donner ça aux gens. Des fois, on en reçoit. Quand on en reçoit, on ne veut pas les jeter pour la liqueur, mettons, mais on va pas on les met comme plus loin, puis si à un moment donné, ils viennent plus bonnes, ils sont passées dates, mon Dieu, que ça nous fait plaisir. C'est un peu ça, parce qu'on s'est dit, c'est tellement documenté aujourd'hui que ce que tu manges, ça a un impact direct sur ton état de santé. Mais si pendant des années, tu manges une mauvaise alimentation, beaucoup de féculents, beaucoup de gras trans, beaucoup de sucre, mais c'est évident que tu vas avoir plus de chances de développer du diabète, l'hypertension, tout le reste là. Tu sais. Donc, c'est tellement important, c'est d'autant important qu'on a beaucoup de familles qui viennent à l'aide alimentaire, des enfants. Et ça, c'est des jeunes qu'on acquiert des bonnes habitudes alimentaires. Puis une question qui m'est venue de même, pour ce qui est de vos cuisines collectives, les ateliers, est-ce que vous faites affaire avec des nutritionnistes ou qui pourraient expliquer un peu? Oui, on a déjà bâti, en fait, nos intervenantes ont déjà eu des formations avec la nutritionniste de la santé publique. On est aussi avec Québec en forme. On est fiduciaire même du projet Catégorie en forme sur notre territoire. Puis il y avait une nutritionniste, une technicienne en nutrition qui était engagée et avec qui on a travaillé beaucoup tous nos menus, puis les choix de recettes. Et fait que donc, ça a formé nos intervenants pour être capables d'intervenir à ce niveau-là. Puis quand on a des questions, on peut toujours appeler à la santé publique. Là. Il y a des nutritionnistes il n'y a aucun problème. Là. C'est quelques milliards, la fraude fiscale, l'évitement fiscal, ou on ne sait plus comment appeler ça finalement. Mais donc,
c'est pas illégal, mais moralement, en tout cas éthiquement, ça pose de sérieuses questions. Que des compagnies qui font des milliards de profits, en fait, hein, vont dans des paradis fiscaux puis ne paient pas leur part d'impôts. Puis ça aussi, c'est documenté hein, depuis les 30, 40, 50 dernières années. L'impôt des grosses entreprises ne fait que baisser et le taux d'imposition est très bas. Et pour la classe moyenne, bien, ce qui en reste, là, c'est le fardeau repose sur ces gens-là. Donc, c'est sûr qu'il y a un manque. Puis là, la classe moyenne, il ne reste plus grand-chose, là. Fait que, puis là, ce qu'on voit, c'est que des gens de la classe moyenne s'en vont vers la pauvreté parce qu'ils n'arrivent plus à suivre le coût de la vie, l'inflation, les salaires n'augmentent pas en conséquence. Fait qu'on s'en va vers un modèle de société qui est assez... bien, qui crée des inégalités sociales, finalement. De plus en plus d'inégalités. C'est ça là, qui se passe depuis les 10-15 dernières années. Est-ce que c'est ça qu'on veut comme modèle de société? S'il y a plus d'inégalités, bien, il y a plus de criminalité, il y a plus de pauvreté. Il y a un coût social qui est quand même important. Là. Est-ce que c'est dans ce genre de société-là qu'on veut vivre? Les réformes de l'aide sociale, il y a des consultations qui vont débuter bientôt aussi à la fin du mois de janvier. Il va y avoir des mobilisations, évidemment. Il y a une coalition qui s'est formée, la coalition Objectif Dignité, en réponse à Objectif Travail qui est proposé dans le programme d'aide sociale, donc qui rassemble plusieurs groupes qui s'opposent justement à l'approche punitive que propose cette réforme-là. Et donc, il y a des mobilisations qui vont venir là, concernant le projet de loi 70, puis concernant la redistribution de la richesse, donc un élément fort important pour nous dans la lutte à la pauvreté. Il y a une semaine d'action qui va venir aussi du 21 au 27 février. Donc, pour rappeler à l'ensemble de la société puis à nos élus l'importance de cette justice fiscale qui va permettre de mieux redistribuer la richesse, puis de faire profiter à l'ensemble de la collectivité les services publics, les programmes sociaux, puis les investissements qu'on va avoir fait en ce sens-là. Bien, c'est sûr qu'on se sent souvent David contre Goliath. On sent souvent que c'est puis on le fait tantôt quand on a fait l'exercice de cet atelier d'échange, de discussion sur la lutte à la pauvreté. On voyait justement, tu sais, quand on voit un gouvernement qui propose ce plan-là et qui nous consulte comme organisation puis comme population, comme citoyens, citoyennes, sur un plan de lutte à la pauvreté, mais qui à la fois pose concrètement des actions qui vont à l'inverse de ça. C'est très décourageant, c'est difficile de voir ça parce qu'on se dit, bien, il manque réellement de volonté. Et on pense aussi que, puis ça c'est un autre des éléments qu'on a nommé pour la rédaction de notre mémoire, c'est la question de la lutte aux préjugés. C'est quelque chose de vraiment important. Puis on pense que malheureusement, le manque de connaissances et d'éducation de plusieurs citoyens et citoyennes fait en sorte d'alimenter ces préjugés-là. Et plusieurs médias participent à nourrir ces préjugés-là. Donc, je ne veux pas m'étendre sur tous les préjugés qui circulent dans les médias, mais c'est certain que ce sont des préjugés qui font partie de la société, que les médias alimentent, puis à quelque part aussi, parfois, on l'entend des élus, on entend certains préjugés, et là, on se pose la question, est-ce que c'est derrière ces préjugés-là, c'est ce préjugé-là qui justifie telle et telle action, donc oui, des fois c'est un peu difficile, des fois c'est un peu décourageant, mais on continue à se battre nous aussi.